Eh bien bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de ce top 52 des héros et héroïnes, tout simplement de DC Comics. Et si jamais je buvais un peu, c'est parce que parfois c'est très long de dire toutes ces phrases et tout ça, donc faut bien s'hydrater avant. Mais en tout cas, c'est parti pour cette troisième partie. Numéro 33, Jonah Hex. Eh bien c'est un personnage assez ambigu que ce Jonah Hex, cow-boy défiguré au costume de confédéré. Et oui, les confédérés, c'est le sud, et il y avait quand même un gros côté de... On aimerait bien garder l'esclavage, en fait. Il n'y avait pas que ça, certes, mais c'était aussi une part non négligeable. Mais le personnage est beaucoup plus complexe dans son rapport aux confédérés que d'autres, qui me laissent toujours un petit arrière-goût bizarre dans la bouche. Comme par exemple, je sais pas moi, le tank hanté. En fait, c'est un tank, et il y a ces soldats à l'intérieur, ils sont montés par un ancien lieutenant confédéré qui leur hurle dessus. Celui-là, j'avoue, il me laisse toujours un petit goût bizarre dans la bouche. Jonah Hex, c'est tout autre chose, et je vais essayer de faire vite son historique, mais il a eu une vie bien dense, le bonhomme, on peut le dire. Il faut dire aussi que le personnage, créé en 1972 dans le numéro 10 d'All Star Western, est assez iconique, du coup il en a vécu des choses. Et on va mettre en place un compteur de assez peu sûr de lui, histoire de remonter un peu le moral pendant l'horrible histoire qui va suivre, et qui est l'histoire de Jonah Hex. Jonah Woodson Hex est né dans le Missouri en 1838, de papa Woodson Hex et de maman Virginia. Seulement voilà, Papou, c'est un alcoolique très violent qui base souvent son fils. À l'âge de 13 ans, en 1851, papa Woodson va même vendre son fils en esclavage à une tribu Apache qui va largement se défouler de leur vie compliquée sur lui. Heureusement, un jour, par rancunier, il sauve la vie du chef Apache qui allait se faire boulotter par un puma. Bref, du coup, il se fait adopter et devient un vrai membre de la tribu. On pourrait se dire trop bien, enfin un truc cool, mais le fils biologique du chef, Notante, le prend du coup un petit peu en grippe. Surtout qu'ils ont tous les deux un faible pour la même fille en plus. Et bref, lors du rite de passage à l'âge adulte, à 16 ans, Notante trahit Jonah Hex et le laisse aux mains d'une tribu indienne ennemie, les Kiowa, pour qu'il y meure. Il se fait sauver par un régiment de cavalerie américaine qui tire sur tous les Indiens, et comme Jonah essaye quand même d'aider les Indiens, parce que c'est un bon gars, il se fait shooter aussi. Bref, il ne doit sa survie qu'à un trappeur qui l'a retrouvé et soigné. Mais quand il retourne plus tard au camp indien, où il a finalement trouvé une famille qui l'aime, enfin, une partie en tout cas, ils sont partis et il sait pas comment les retrouver. Ne sachant que faire, il finit comme plein de gens sans but dans l'armée et finit éclaireur dans l'armée des États-Unis. Mais là éclate la guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Il choisit le camp du Sud, car il pense que les États qui demandent leur indépendance doivent l'avoir. Il sera entièrement tiraillé, justement avec le temps qui passe, par ce choix, qui s'est fait de bons amis chez les sudistes, comme Jeb Turnbull, mais du coup il déteste de plus en plus que la guerre se fasse finalement pour garder les esclaves, parce que il a été esclave lui-même. Il déserte après un an dans le camp sudiste, en 1862, lorsqu'Abraham Lincoln programme l'émancipation réelle de tous les esclaves. Il se rend directement au directeur du camp de la cavalerie d'en face, mais il refuse de trahir ses camarades. Mais en enquêtant sur son cheval et les différentes traces de boue, finalement il trouve l'emplacement du camp de ses amis sudistes et les emprisonne. Jonah, dont tout le monde pense qu'il les a trahis, essaye de se rattraper et trouve une façon pour tout le monde de s'évader. Mais c'était en fait un piège des nordistes, qui n'avaient plus assez de nourriture pour garder tous ces prisonniers, mais pouvaient pas les tuer dans leurs cellules. C'est donc à la sortie qu'une embuscade se monte, énormément de soldats sont tués, Hex parvient à tuer le chef de camp nordiste, mais les sudistes survivants sont persuadés que Jonah est un traître, et du coup il est recherché par les deux camps, et Jonah s'enfonce dans l'Ouest sauvage. Là-bas il retrouve son ancienne tribu, et surtout Notante, le fils du chef qui l'a trahi. Il explique tout, mais personne ne le croit, et a lieu du coup un combat rituel entre le fils biologique et le fils adoptif. Toujours prompt à tricher, Notante trafique le tomahawk de Jonah, dont la tête tombe. Il saisit alors son couteau d'homme blanc et tue Notante avec. Ayant décrédibilisé les rituels et tué le fils du chef avec une autre arme, il est banni et reçoit la preuve de sa vilainie sur le visage, la marque du démon, avec un tomahawk chauffé à blanc qui lui est appliqué sur le visage avant de le bannir. Bon, les malheurs de Jonah ne s'arrêtent pas ici, mais j'en ai encore pour longtemps si je dois tout raconter. Au moins vous savez pour ce qui se voit directement, à savoir l'uniforme et le visage quoi. Qui est un atout en comics parce qu'avoir un visuel, un look, c'est essentiel pour pouvoir durer dans le temps.
Car Jonah Hex est sans aucun doute le personnage de cowboy de DC qui dure le plus dans le temps, avec peut-être Vigilante, des 7 soldats de la victoire et éventuellement Batlash. C'est un personnage qui est devenu par la suite un chasseur de primes, mais avec un immense code moral dû à son passé compliqué et qui a pourtant une approche assez cynique de la vie. Bref, c'est un personnage bien ambigu comme je les aime. Il n'est bizarrement pas limité aux histoires de western, puisqu'on peut le retrouver embarqué avec d'autres héros du passé pour aider la Justice League à plusieurs reprises, puis se retrouvera même pris dans Crisis on Infinite Earths, sélectionné comme un héros à part entière pour défendre le cosmos. Beau gosse c'est Jonah. Enfin, sauf le... Enfin, tu sais quoi. La suite est encore plus étrange, puisque Jonah va avoir droit à sa propre série nommée X, mais qui se situe dans le futur, dans du post-apo à la Mad Max. Car en fait, il y avait un type dans le futur qui cherchait à récupérer tous les plus grands guerriers du passé pour mettre à sa botte le futur dévasté. Mais forcément, Jonah Hex s'échappe et va vivre de folles aventures dans le futur. Malheureusement, la série sera annulée au bout de 18 numéros et on ne saura donc pas comment Jonah retourne à son époque. Mais il sait qu'il y retournera car il a retrouvé son corps enterré dans le passé et celui-ci a vécu ce qu'il a vécu dans le futur. C'est compliqué pour du western tout ça. S'en suivra dans les années 90 une période de non-utilisation du personnage jusqu'au début des années 2000 où on aura des mini-séries et quelques romans graphiques qui vont se faire avec lui, qui traitera plus du surnaturel. On a du vaudou, des vers géants, des esprits, tout ce genre de joyeuseté. Puis enfin une splendide série dès 2006 et qui durera jusqu'en 2011 où chaque numéro est pratiquement un film en soi et forme une extraordinaire étude du personnage. Après 2011, sa série est relancée mais sera plus liée à Gotham City et servira à mettre en place des éléments de lore, comme l'asile d'Arkham ou la cour des hiboux. C'est bien fait, hein, mais Jonah Hex perd un peu de sa superbe en se trouvant mélangé à un personnage beaucoup plus populaire que lui, à savoir la chauve-souris. Personnage du passé oblige, la mort de Jonah a été traitée plusieurs fois au fil du temps, toujours de belle façon, parfois on tente de l'enterrer à l'indienne, parfois son esprit reste pour veiller sur sa famille, car oui, Jonah Hex a plusieurs fois eu des familles, que ce soit la chinoise Mei Ling ou l'indienne Tallbird. Et la descendance de Monsieur Hex continue toujours d'apparaître, que ce soit son propre fils, Jason Hex, qu'il a eu avec Mei Ling, ou encore sa descendance à notre époque, que ce soit Chastity Hex ou Ginny Hex. Et bien sûr, comme il vient du passé, et que les embrouilles spatio-temporelles peuvent arriver facilement, on peut toujours s'attendre à le voir revenir un jour ou l'autre. Mais j'aime ce personnage étrange dans son Far West chelou, son code d'honneur inébranlable et son look qui marque beaucoup mine de rien. Et c'est pourquoi Jonah Hex cherche un peu de paix dans ce monde de brutes à la 33e place de Stop. Numéro 32, Lois Lane. Oui, Lois Lane, parce que Lois est un incroyable personnage, qu'elle existe depuis plus longtemps que Batman et qu'elle a exactement le même âge que Superman puisqu'elle est apparue elle aussi dans le numéro 1 d'Action Comics. Une règle qui s'est imposée à ce top en cours d'écriture a été de ne pas mettre les personnages secondaires, comme Alfred, le commissaire Gordon ou d'autres. Mais Lois n'est pas un personnage secondaire. C'est un personnage qui a tenu des séries de 138 numéros, des comic strips à son nom, de nombreuses histoires backup, bref, elle a plus de séries que certains des super-héros dont je parle dans Stop, si on compte ce qui est en son nom propre. Lois Lane est une héroïne de plein pied, qui se trouve juste vivre à côté de Superman, du coup on la considère un peu moins en général. J'adore Lois. Son caractère intrépide et courageux, et ce dès sa première apparition, est excellent. Nous sommes en 1938 et nous avons un personnage féminin agressif et déterminé à créer sa propre carrière. Tout comme Superman à l'époque, c'est un personnage qui sait exactement ce qu'elle veut et qui fera tout pour l'avoir. On veut être reconnu en tant que journaliste quand on le veut maintenant. Son personnage n'est pas forcément une exception. L'âge d'or a plus de personnages féminins positifs que l'âge d'argent. Je pense par exemple à la journaliste Brenda Starr en tant qu'exemple semblable à Lois, même si Lois est encore plus acharnée que Brenda. Le but est de créer un triangle amoureux entre Lois et la double identité Clark Kent-Superman. Lois n'est pas insensible à Superman, mais considère alors surtout Clark Kent comme une compétition. Être une femme active à l'époque est incroyablement compliqué, et il faut bien se dire que le petit Kent est surtout un adversaire, comme tout autre journaliste. Néanmoins, elle va considérer plus Clark comme un potentiel ami, et surtout va se demander si Clark ne serait pas en fait Superman. Ça a commencé en 1942 dans le numéro 17 de Superman, mais ce n'est pas encore le seul type d'histoire que l'on raconte avec Lois, ça viendra avec l'âge d'argent. Elle aura le droit à son spin-off du comic strip de Superman dans les journaux, nommé Lois Lane Girl Reporter de 1943 à 1944, et elle aura droit aussi à des histoires solo sous le même nom dans les comic books dès 1944, sans apparition de Superman, et où on défait quand même des vilains à foison.
Malheureusement, l'âge d'argent va changer la vision de Lois. Désormais héroïne de son propre titre, ça devrait être une bonne nouvelle, mais voilà, c'est plus Lois Lane Girl Reporter, non, c'est Lois Lane Superman Girlfriend. Et pas girlfriend au sens moderne de petite amie, même si c'est principalement ce que tente de faire Lois dans ces années-là. C'est de là que vient l'image un peu naze de Lois, d'être en rivalité avec Lana Lang, de chercher à piéger Superman pour qu'il se marie, ou encore de prouver sans cesse que Superman et Clark Kent c'est la même personne. Ce qui d'ailleurs me fait penser qu'on se fout généralement de la gueule de Lois pour ne pas se rendre compte en général que Superman et Clark Kent c'est la même personne, alors qu'au contraire c'était la seule qui s'en était rendu compte, dans des histoires parfois sympathiques, mais le plus souvent bien oubliables. Et alors, le côté pionnier du personnage de Lois, vous pouvez l'oublier dans ce titre. Elle apparaît aussi régulièrement dans un autre titre nommé Superman Family, où elle est beaucoup plus intéressante, mais toujours pas au niveau de la Lois des origines. Néanmoins, c'est pendant cette époque qu'on va vraiment lui inventer une backstory précise, avec son père Sam Lane, le concours du Daily Planet qui va lui permettre d'intégrer la rédaction, et tout ce qu'on peut connaître encore aujourd'hui. Mais voilà, avec le temps, public comme scénariste se sont lassés de ces histoires qui ont mauvaise réputation aujourd'hui. Pas totalement imméritée, il faut le dire. Ce qui a conduit Lois à quitter son boulot et même Metropolis. On est en 1983, mais vous en faites pas, dès 85, Crisis on Infinite Earths va ramener le statu quo, même si Lois va être sérieusement remise en avant sous les plumes de John Byrne et Marv Wolfman. On y retrouve la Lois combattante des origines, opiniâtre, mais aussi avec un peu de sensibilité. Bref, un mélange très bon de ce qu'a été Lois dans ses deux versions précédentes. Rarement une femme en détresse, qui fait passer sa carrière avant sa vie perso, elle va finalement craquer et pour Superman et pour Clark Kent, et c'est finalement un soulagement quand Clark lui révèle qui il est vraiment. Les deux vont se marier et avoir une vie professionnelle et privée incroyablement cool dans des titres où l'on voit rarement l'un sans l'autre finalement. C'est l'un des couples les plus solides des comics, et l'idée d'un enfant entre les deux traîne un petit peu dans l'air, avec par exemple en 2006 le couple qui adopte un petit kryptonien, Chris Kent. Bon, au final on va apprendre que c'est le fils biologique du général Zod et ça va être un petit peu le bordel à gérer tout ça. C'est en 2011 que les New 52 vont décider d'envoyer bouler l'un des meilleurs couples des comics, et ce sera le cas jusqu'en 2015 où les Lois et Clark originels, ceux qui sont en couple, reviennent et vont devenir les versions principales dès 2016. Et le tout avec un enfant à eux, John Kent. Depuis, Lois est un élément toujours plus central des titres Superman, comme avant, et a même eu droit à sa propre mini-série sous la plume de Greg Rucka. Un retour aux affaires comme on les aime pour la journaliste qui gagne le prix Pulitzer et la 32e place de Stop. Numéro 31, Lobo. Bon, maintenant il est temps de parler un peu plus sérieusement de Lobo. Même si sérieux et Lobo vont ensemble que 2 et 2 font la racine carrée de mon chat sur la commode. Lobo est apparu pour la première fois en 1983, dans le numéro 3 des Omega Men, mais disons qu'il n'est pas encore le personnage dont nous allons parler aujourd'hui. Et pourtant, on retrouve déjà le nom de son dessinateur, Kes Giffen, qui ne va pas oublier le personnage de Lobo, qui est à l'époque un chasseur de primes assez banal, qui nous provient de la planète Vélopar, dont la race entière... Et pourtant, on retrouve déjà le nom de son dessinateur, Kes Giffen, qui ne va pas oublier le personnage de Lobo, qui est à l'époque un chasseur de primes assez banal, qui nous provient de la planète Vélopar, dont la race entière a été éliminée par la race des Psions. C'est une des races horriblement méchantes des systèmes galactiques Vega. Un des pires trous à rats de l'univers DC. Lobo travaille à l'époque avec un autre chasseur de primes, Bedlam, que Lobo va tuer. Bien que le personnage apparaisse régulièrement dans le titre Omega Men, il ne prendra jamais vraiment réellement. Il connaîtra un relooking très grim and gritty dans la seconde moitié des années 80, ainsi qu'un changement d'origine, toujours avec Kes Giffen dans la partie, et là normalement vous allez le reconnaître. Lobo est un salopard, le dernier survivant de la planète utopique de Xarnia, une planète dont il a lui-même exterminé la population pour, je cite, le fun. Après tout, son nom signifie dans sa langue natale, celui qui dévore tes entrailles et adore cela tout du long. En 4 lettres, c'est pas mal, et c'est pourquoi ça sert le mec plus ultra. Lobo adore la violence gratuite, mais pas si gratuite que ça, car il garde une seule chose de ses débuts, c'est un chasseur de primes. Il faut se faire payer pour pouvoir continuer à se bourrer la gueule dans tous les pires rats connus et méconnus de l'univers. Et pour pouvoir continuer à être employé, Lobo n'a qu'une parole et est tenu par ce qu'il promet. Toujours. Il fera une apparition remarquée dans les pages de la Justice League Internationale où bien sûr Kes Giffen officie. On peut dire ce qu'on veut de Monsieur Giffen, mais il est loyal avec ses personnages.
Même si Monsieur Giffen avoue lui-même qu'il ne comprend pas très bien comment ce personnage, qu'il a créé comme une parodie over the top de la tendance grim and gritty de la fin des années 80 et des années 90 qui pointe le bout de leur nez, une sorte de variation sur le prototype héroïque de Wolverine et du Punisher. Ma théorie personnelle, c'est que les 90s s'en foutaient que ce soit parodique, c'était quand même trop cool. C'est ainsi qu'il devient un personnage régulier dans une autre série chère à mon cœur, la Legion, où il participe à moitié à contre-cœur à cette force de police privée galactique. Puis, dans les années 90, il a le droit à sa première mini-série, le dernier d'Exarnien, mieux connu sous le nom de La Balade de Lobo par chez nous, scénarisé par Giffen et Alan Grant, avec Simon Bisley au dessin. L'humour et les dessins proprement dégueulasses, dans le bon sens du terme, feront de ces mini-séries des rendez-vous réguliers jusqu'en 1999, où il s'amuse à devenir Lobocop, à tuer sa propre fille, à participer à un show télévisé et même à tuer le Père Noël, dans ce qui était une de mes premières vidéos. Ah, comme le temps passe. Le temps passe, mais pas pour le main man, comme il s'appelle. Enfin, c'est ce qu'il aimerait, car après être resté tout aussi populaire et finalement assez inchangé pendant les années 2000, la décennie 2010 va vouloir le changer avec les New 52, avec une version assez longiligne de Lobo et qui est un ancien garde du corps de la famille royale de Xarnia. Famille royale qui a pété un boulon et qui a, comme le dit si bien ce nouveau Lobo, euthanasié la planète, qui était devenue folle en fait suite à un rituel de longue vie qui a très mal tourné. Bref, vous voyez Full Metal Alchemist ? C'est pire. Mais cette version très décriée ne va durer que quelques années et sera finalement tuée par l'ancien Lobo, qui est de retour. Et il sera pas le seul à revenir puisque la fille de Lobo, Crush, est elle aussi de retour, et elle a toujours une dent contre son papounet, mais Crush actuellement essaye plutôt d'être du côté du bien et a aussi le droit à quelques-unes apparitions et séries. Bref, voilà où en est Lobo aujourd'hui, toujours le même que dans les 90s, et c'est difficile de l'en bouger tant il en est finalement le commentaire ambulant. Un personnage que l'on devrait, selon toute logique et bon goût, ne jamais apprécier, mais qui arrive à trouver sa propre façon d'être attachant et intéressant. Un commentaire devenu méta, un commentaire métatextuel devenu personnage de plein droit, avec son chien bulldog nommé sobrement Dog, et son gang de dauphins cosmiques, Lobo sillonne les galaxies sur sa moto de l'espace à la 31e place de stop. Numéro 30, Damian Wayne. Bien, Damian Wayne, c'est le dernier personnage qui a été rajouté dans ce top, sachez-le. Comme quoi on peut arriver en retard et avoir une bonne place. 30, c'est vraiment bien. Le truc, c'est que Damian est un personnage récent. Enfin, récent à l'échelle de DC Comics, puisqu'il a été créé en 2006 lors du début du run de Grant Morrison sur Batman. L'idée était de ressortir du placard une ancienne idée et que la liaison entre Bruce et Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul, ait pu donner un enfant. Voire même en thème d'idée ancienne, que Batman est un enfant avec une de ses antagonistes, qui est une idée qui remonte à l'enfant que lui et Catwoman ont eu sur Terre 2 dans les années 70 et 80. Cet enfant a été caché à Bruce pendant tout ce temps, et il le découvre quand sa mère le dépose chez son papounet, histoire qu'il fasse connaissance, et accessoirement sans doute s'en débarrasser juste avant que commence la préadolescence. Parce que Talia elle est futée. Et nous voici donc avec un personnage antipathique au départ, qui est tiraillé entre l'envie de plaire à son père et l'éducation plutôt sans merci qu'il a reçue auprès de la Ligue des Assassins. Et ses premiers mots sont... Père, je vous voyais plus grand. Et Damian, je vais pas mentir, ça a été un goût acquis sur la durée. En fait, il a fallu attendre la disparition de Bruce Wayne et que Dick Grayson reprenne le rôle de Batman pour que je comprenne ce que voulait faire Morrison. Faire de Batman le good cop, le bon flic sympathique, et de Robin le bad cop, le mauvais flic menaçant. Et ça marche même très bien. Mais Grant Morrison avait aussi un plan plus global d'histoire, de montrer la différence entre Batman et la Ligue des Assassins, et notamment sur un point essentiel de Batman, la famille. Ainsi, si Batman apprend à respecter les individus, même si c'est pas toujours simple, Talia, qui représente les assassins, n'hésite pas à cloner son propre fils, les mettre en compétition, et même aller jusqu'à la mort de Damian Wayne, l'original. Ainsi, l'Écossais rangeait ses affaires avant de partir, la métaphore était filée jusqu'au bout, c'était nickel. Mais voilà, on avait appris à bien aimer Damian, son côté tête à claque, mais pas à fond, sa volonté d'essayer de faire les choses bien, les amitiés naissantes avec le reste de la Bat-Famille, sauf peut-être Tim Drake. Après tout, finalement, ce qu'on veut d'un nouveau personnage, c'est qu'il apporte de nouvelles thématiques et façons de faire. Et Damian remplissait grandement le job, en plus d'être le fils de Batman, non plus juste en adoption, mais aussi de sang. Bon, je dois avouer que je trouve qu'on en fait trop sur cette partie de fils de sang, et que pourquoi il serait plus important que les autres à cause de ça, mais c'est un peu en dehors des titres, c'est un peu une histoire de fandom.
Voilà, parce que au moins le personnage de Batman, lui, ne réagit pas comme ça. C'est surtout un enfant en difficulté, et comme tous les autres enfants en difficulté qu'il a pris sous son aile, il va l'aider parce que c'est ce que fait Batman en fait. Mais voilà, Damian est mort, et comme l'a si bien écrit Morrison, il sauve le monde, il fait son job de Robin, il meurt en héros absolu. Damian est enterré à côté de Thomas et Martha Wayne, ses grands-parents, mais Batman a du mal à accepter sa mort et cherche des moyens de le ressusciter. Route dangereuse. Surtout qu'il n'est pas seul. Ra's al Ghul aussi veut ressusciter son petit-fils, et ça tombe bien, il peut en faire des clones, que Batman va devoir combattre régulièrement. Malheureusement, les histoires de super-héros sont compliquées, complexes, tout ça, et ça va se finir sur Apocalypse avec Darkseid à cause d'un artefact chez Ra's al Ghul, bref, longue histoire, sympathique, mais quand même très longue à résumer. Mais en bref, Damian est de retour et reprend son rôle de Robin, rôle qu'il occupe toujours aujourd'hui sans remplaçant en vue. Mais voilà, un coup c'est Batou qui est mort, un coup c'est Damian qui est mort, et donc forcément en fait, Bruce et Damian, ils ont pas beaucoup travaillé ensemble. Et c'est là tout le thème des histoires actuellement, de 2013 à nos jours, où nous sommes plutôt sur la fin de cette thématique, où on a eu les premiers essais, les erreurs, les repoussements, et nous sommes plutôt aujourd'hui sur l'acceptation, avec même le retour d'un titre Batman et Robin après quelques années de séparation. Mais Damian ne fait pas que joujou avec son papounet, il a aussi géré sa propre version des Teen Titans, a son équipe avec son meilleur ami John Kent, fils de Superman, et Lois Lane, et fait son propre petit trou, assez propre dans l'univers DC. On commence même à lui donner des hobbies, comme une envie de dessiner, un futur dessinateur de BD, qui sait. En tout cas, le fils de Batman qui dessine ou raconte des histoires, moi je suis pour. Bref, Damian continue de s'étoffer, et s'il a commencé sous les auspices de Damian la Malédiction, il est devenu plutôt un bon symbole, même si le futur semble encore incertain pour lui. En effet, on nous fait toujours régulièrement planer la menace d'un temps où, adulte, il deviendra très sombre, fera des pactes avec le démon et tout ça. Mais rien n'est encore assuré, le futur n'est pas écrit, et Damian a encore un long temps d'histoire devant lui, à la 30e place de Stop. Numéro 29, Con-El. Le nom de Superboy est compliqué puisqu'il a été porté par nombre de personnes, de Superman jeune au fils de Superman, mais il y en a un qui sera toujours Superboy pour moi, et ça tombe bien parce qu'on l'appelle toujours Superboy aujourd'hui, et c'est Con-El, le clone de Superman. Bah oui, vous espériez quand même pas que Superman, entre tous les personnages, ait échappé à ces histoires de clones quand même. Con-El va être créé en 1993, juste après la mort de Superman des mains de Doomsday, dans le numéro 500 de The Adventures of Superman. Il apparaît en même temps que 3 autres personnages, style le dernier fils de Krypton et l'Éradicator. Chacun des personnages créés l'était dans l'optique de faire croire qu'il pouvait être une version ressuscitée de Superman avant de vraiment ressusciter le personnage. Con-El, lui, est le fruit du projet Cadmus pour remplacer Superman après sa mort, le créant en faisant un hybride entre un clone humain à qui on a injecté des cellules kryptoniennes. Le projet Cadmus arrivera notamment à recréer certains pouvoirs de Superman, son aura bioélectrique notamment, qui lui donne sa super force, son invulnérabilité, le vol transmis à l'expérience 13, de son petit nom, par la biotélékinésie. Bref, tout ce blabla c'est pour dire qu'il a certains pouvoirs de Superman, mais aussi certains qui lui sont propres, comme une télékinésie assez rudimentaire, à ce petit Superboy. Ou expérience 13. Au début, il refuse totalement le nom de Superboy, il se fait appeler Superman, mais quand le vrai Superman revient, il refuse d'être considéré comme un sidekick et va s'éloigner, allant s'installer à Hawaï. Parce qu'autant lier l'utile à l'agréable. C'est ainsi que Superboy va travailler en tant qu'agent de liaison de Cadmus, avec son propre cast de personnages, que ce soit le télépathe Jubilex et la repostrice Tanamoon par exemple. C'est pendant cette période qu'il va faire des team-up avec Static par exemple, et va affronter de nouveaux vilains comme The Rift ou encore Nanoi, alias King Shark. C'est en 1998 que la vie de Superboy va vraiment changer, le jour où Superman l'invite à la forteresse de solitude pour vivre par réalité virtuelle ce qu'était la vie sur Krypton, et va prendre le nom kryptonien de Con-El, le nom de ce qui était un cousin de Superman, et par extension, Superman déclare le considérer comme un membre à part entière de sa famille. À partir de cette période, Con-El/Superboy va progressivement se rapprocher de Superman et des autres héros de l'univers DC, lui qui vivait dans sa petite bulle jusque-là. Il va notamment devenir ami avec la seconde génération de Sidekicks, Impulse et Tim Drake en tête, et vont monter tous les trois une nouvelle équipe, Young Justice, qui sera vite rejoint par Arrowhead et la nouvelle Wonder Girl. C'est une super période pour le personnage, exubérant mais attachant, rebelle envers l'autorité mais loyal à en crever. Bref, c'est un personnage avec un peu de complexité dans l'écriture. Le projet Cadmus n'existe plus,
Mais Superboy s'installe peu à peu à Smallville avec Pa et Ma Kent, va gagner l'identité secrète de Connor Kent, Connor étant une version rallongée de Con. En 2003, l'équipe de Young Justice n'est plus. Elle est intégrée à la nouvelle version des Teen Titans et Con-El est forcément de la partie. Il commence à sortir avec Cassie Sandsmark, la deuxième Wonder Girl, même si les fans adorent teaser sur la remarquable bromance entre Superboy et Tim Drake / Robin. Malheureusement, Con-El va apprendre que le clone humain à partir duquel il a été créé n'est pas un certain Paul Westfield, comme il le croyait jusqu'ici, mais un certain Lex Luthor. Ce qui va assez vite le rendre un peu dingo, se croyant être destiné à faire le mal, et bref, il va faire aussi des choix capillaires assez drastiques. Mais il reviendra bien vite du côté du bien, et il sera très lié finalement au chien Crypto, dont on va lui donner la garde, il va avoir ses propres problèmes de clone avec le clone défectueux nommé Match, et c'est un super personnage à suivre, parfois lourd mais en même temps profondément humain, défaut compris. Clone de Superman, il fait chavirer pas mal de têtes et de cœurs, mais va arrêter de faire le joli cœur en grandissant, préférant en restant avec une seule femme, et de préférence Cassie Sandsmark, la Wonder Girl dont on a déjà parlé. Malheureusement, Superboy va mourir des mains d'un autre Superboy, Superboy Prime, dans Infinite Crisis. Suite à cela, il y aura tout un culte chelou autour de la résurrection qui va se créer, s'attendant à le voir ressusciter comme Superman l'a fait. Mais en fait, on va nous dire qu'il était pas mort dans un récit de la Légion des super-héros qui est très compliqué, et bref, voilà, je ne veux pas en parler outre mesure, on va juste dire que le personnage revient, mais il n'a pas le temps d'être très marquant dans son retour, car le reboot des New 52 intervient assez vite, malheureusement. Et alors, on prend les mêmes et on recommence ? Eh ben, presque en fait. Superboy est toujours un clone mi-humain, mi-kryptonien de Superman, mais ce coup-ci du projet Nowhere, avec un personnage assez dark et rentre-dedans, qui ne m'a pas beaucoup plu, je dois l'avouer. Mais Rebirth ramène le personnage à ses origines, un peu humour-aventure, et ça me plaît beaucoup plus. Il rejoint toute la Super Family avec les grandes sagas de Philip Kennedy Johnson, et s'amuse même à avoir une mini-série qui lui est consacrée en 2023. Et aujourd'hui, le personnage est une partie intégrante de la Superman Family, et s'amuse à voler dans les cieux de la 29e place de Stop. Numéro 28, Aquaman. Le défenseur des océans en maillot orange, Aquaman, est dans Stop. Et je suis bien content qu'il y soit, car le fait de se moquer d'Aquaman est encore quelque chose de très ancré culturellement. Bon, il faut dire aussi que ses apparitions en dessin animé, notamment dans le show Super Friends, qui a été la porte d'entrée de toute la génération des années 70 et 80 au monde du super-héros, et notamment à DC, et possiblement aussi après, parce que le show a été multi-rediffusé. Sous une forme ou sous une autre, le show comprend 9 saisons, dont Aquaman est présent dans toutes, de 1973 à 1985. Et oui, Aquaman a pris très cher dans ce dessin animé. C'est là d'où vient principalement la blague « Il parle aux poissons » qui a été une routine extrêmement forte des débuts du stand-up. Et qui a poussé le personnage à être un peu plus extrême pour paraître cool et assuré, allant jusqu'en 2011 à dire « Je ne parle pas aux poissons ». Alors que si mon vieux, tu parles aux poissons et c'est super cool en fait. Aquaman est apparu en 1941 dans le magazine More Fun Comics, quelques années après un autre héros aquatique, Namor de la Maison des Idées d'en face. Et Aquaman profite de certains des avantages de Namor, et notamment le fait qu'il est le purin de protecteur de 71% de la planète, parce que oui, on est la planète bleue parce qu'on est surtout entouré par l'eau. Et en plus, c'est un roi. Mais il est un peu plus sympathique que le facilement irascible Namor, et surtout, contrairement à Namor, ses aventures n'ont jamais cessé d'être publiées entre l'âge d'or et l'âge d'argent. Et ça, c'est un tout petit club, ils sont 5 en tout et pour tout, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Arrow et donc Aquaman. Et ça, mine de rien, c'est pas rien. Mais Aquaman a quand même un problème, et c'est que comme nous, on vit pas sous l'eau nous-mêmes, on écrit beaucoup d'histoires qui ne s'y passent pas. Et Aquaman, du coup, il passe je ne sais pas combien d'histoires hors de son élément. C'est quelque chose qui, quelque part, le rend admirable, héroïquement parlant, mais au niveau du fun des histoires, franchement, c'est pas ouf. Soit Aquaman ne peut pas faire grand-chose, soit on donne une explication peu crédible qui rajoute l'eau pour pouvoir utiliser Aquaman, et peu importe la solution choisie, c'est rarement bon, en fait. Un problème que n'a pas Namor, puisque quand on veut pas l'utiliser, on peut très facilement l'expliquer par son mauvais caractère. Mais pas Aquaman, parce qu'Aquaman, il est sympa. Et beaucoup plus que Namor, à mon avis. Aquaman, c'est le Superman des océans, gentillesse comprise. Surtout que l'océan, en plus d'être énorme à protéger, c'est en plus l'océan de l'univers DC. Et vous voulez pas vous baigner chez DC.
Entre les créatures cthulhiennes, les ruines mystiques, parce que oui, Atlantis est lié à la magie, les portes vers d'autres dimensions, et même au minimum 6 autres races aquatiques douées de raison, moi je fous pas les pieds là-dedans. Aquaman a connu plusieurs origines. Il est à la base le fils d'un explorateur des mers qui a trouvé les secrets d'Atlantis et qui a pu enseigner à son fils comment respirer sous l'eau et comment s'y mouvoir et acquérir de la force. Puis l'âge d'argent l'a changé en ce que nous connaissons encore. Arthur Curry, le fils d'un gardien de phare, et Atlana, une Atlante. Et lui a rajouté une faiblesse parce que sinon c'est pas drôle, il doit être en contact avec de l'eau au moins une fois par heure, sinon il meurt. Voilà, toutes ces couvertures avec Aquaman dans le désert, c'est pour cette raison. Il a aussi à l'époque un sidekick nommé Aqualad et un super copain poulpe nommé Topo. C'est un des premiers à se marier en termes de héros, hein, pas le tout premier, mais il se marie quand même avec Mera en 1964. Ils auront ensemble un enfant, Arthur Jr, alias Aqua Baby, mais bon, disons que Black Manta tuera l'enfant dans les années 70. Même aujourd'hui, c'est sans doute une histoire qui nous choquerait, alors je vous laisse imaginer dans les 70s. Et c'est aussi pour ça que Black Manta est son pire ennemi, alors qu'il a déjà son propre demi-frère sorcier Atlante, ce qui est déjà pas mal comme CV sur de super vilains, quoi. Et surtout, Aquaman, il a connu tout type d'histoire. Il a connu la Seconde Guerre mondiale et sa lutte incessante contre les sous-marins de l'Axe. Il a connu les bizarreries de l'âge d'argent, où il était magnifiquement dessiné par la regrettée Ramona Fradon, où il voyage dans le temps et a son propre lutin de la 5e dimension. Il a d'excellents combats contre les monstres marins dans les années 70, et même des sagas épiques, pratiquement de la fantasy, hein, dans les années 80, dans sa période costume bleu et dans les mini-séries de Posner, Hamilton, Montano, ce genre de choses. Mais voilà, il y a la blague de « il parle aux poissons », et donc on va tenter de le rendre de plus en plus dark pour perdre cette image. Il se fait pousser la barbe, il perd une main, on y fout accrocher parce que le remplacement magique marche moyen. Et bref, ce sont des bonnes sagas, hein, mais peut-être un peu trop dark pour répondre à des critiques qui ne devraient pas être prises au sérieux à la base. Oui, Aquaman parle aux poissons. Et alors? Il vit sous l'eau, il est à moitié Atlante, c'est le roi des océans, oui, il va parler aux poissons. Le problème, c'est de faire des histoires sans poissons, en fait. Ce qui fait de son positionnement dans la Justice League autant une bénédiction qu'un malheur. Une bénédiction, car cela le fait connaître auprès de beaucoup de gens, et un malheur, car il est pratiquement jamais dans l'eau, hors de son élément, et paraît plus faible à cause de cela. Mais voilà, c'est un membre fondateur de la Justice League, et la Justice League, c'est quand même sa première apparition sur une couverture, après 20 ans d'existence quand même. Bref, j'aime beaucoup Aquaman, qui parle aux poissons à la 28e place de Stop. Numéro 27, Cassie Sandmark. Alors, Wonder Woman est un personnage compliqué quand on parle de son rapport au sidekick. Donna Troy, la première Wonder Girl, n'existe après tout que parce que quelqu'un a mal compris les couvertures de comics Wonder Woman quand il a fallu créer les Teen Titans après tout. Et si j'aime beaucoup Donna, ce n'est rien comparé à l'attachement que j'ai pour la deuxième Wonder Girl, Cassandra Sandsmark, mais appelez-la Cassie à préfère. Cassandra c'est trop formel. Elle est apparue pour la première fois en 1996 dans le numéro 105 de Wonder Woman sous la plume de John Byrne. Cassie, c'est la fille d'une doctoresse en archéologie, Helena Sandsmark, qui se trouvait être une amie de Wonder Woman. C'est toujours plus pratique d'avoir dans tes amis quelqu'un qui parle couramment les langues mortes que tu étudies, après tout. Hein. Et puis bon, Wonder Woman est alors l'employée du musée où travaille le docteur Helena. Et Cassie, elle est fascinée par l'histoire et passe son temps au musée de la ville de Gateway City. Elle devient aussi rapidement amie avec Wonder Woman. Et quand des vilains attaquent Wondy au musée, Cassie récupère des artefacts dans le dit musée, comme les sandales d'Hermès ou les gantelets d'Atlas, afin d'aller aider l'héroïne. Après plusieurs fois de ce genre d'aide, Zeus va lui proposer de réaliser un vœu pour elle, et c'est clair pour Cassie. Elle veut des super pouvoirs afin de pouvoir aider les gens, au désespoir de sa mère qui souhaite pour elle une vie normale. Zeus, sentant l'horreur de sa mère, accepte le vœu mais avec la contrainte qu'Helena, la mère de Cassie, puisse annuler ses pouvoirs à n'importe quel moment. Mais la mère accepte pour le moment, à contre-cœur, le souhait de sa fille, parce que c'est ce qu'elle souhaite. Et pour une fois que Zeus est un tant soit peu compréhensif et sympa quelque part, ça mérite d'être mentionné. Et bref, Cassie, qui était déjà une élève à problème, va aussi suivre un entraînement chez les Amazones sous la supervision d'Artemis. Seulement voilà, Cassie c'est une fan, sans doute beaucoup trop dans ses débuts, et elle idéalise le rôle de Donna Troy, la première Wonder Girl. Ainsi, elle va porter dans ses premiers moments de sa carrière d'héroïne une perruque brune plutôt que ses cheveux blonds naturels, afin de ressembler à la Wonder Girl originale. De même, quand Donna Troy va lui donner son ancien costume, en forme de respect, Cassie va refuser de le mettre, de peur de l'abîmer. Pour tout dire, Cassie manque encore de confiance en elle, et c'est un peu le thème de ses premières années d'existence.
et ça l'humanise considérablement, surtout dans ce monde de guerrières amazones assez parfaite. Mais voilà, elle gagne en confiance, commence à traîner avec d'autres jeunes héros de son âge dans le titre Young Justice, comme Tim Drake, Arrowhead, Secret, ou encore Con-El, Superboy, sur qui elle a un crush dès le début, mais le clone de Superman ne le remarquera pas de suite, lui. Elle commencera à voir son identité secrète être révélée, d'abord en acceptant de protéger la foule avant d'avoir le temps de mettre son costume, et ensuite quand une vilaine attaque son école. Niveau confiance en soi, elle s'accepte plus, commence à montrer ses vrais cheveux, et devient même la leaduse de l'équipe Young Justice, et fait même un excellent travail à ce poste. Elle commence même à sortir avec Superboy. Mais voilà, Young Justice est intégrée dans les Teen Titans et va être manipulée par Ares avec un laisseau maléfique, va se rencontrer elle-même du futur, apprendre qu'elle est la fille biologique de Zeus, parce que oui, bien sûr qu'il s'était déguisé pour coucher avec une humaine, le salopard. Et quand on apprend que Donna Troy pourrait être finalement vivante, Cassie sera essentielle pour rendre la mémoire à celle qu'elle idéalisait il y a encore quelques années. Et Superboy meurt dans la série événementielle Infinite Crisis, et je suis un peu moins fan du personnage dans ces années-là, un peu trop sexualisé dans les dessins à mon goût. Oui, ok, elle a gagné confiance en elle, mais là ça se voit juste que certains dessinateurs sont juste un peu trop à l'aise avec le corps des adolescentes à cette époque. Bon, ça n'empêche pas de bonnes histoires, comme les deux amis déchirés par la perte d'un proche et qui se mettent en couple pour un temps, Tim Drake et Wonder Girl, bouleversés par la mort de Con-El. Oui, il n'y a pas que Fire et Guy Gardner, je vous l'avais dit, et c'est assez humain comme réaction et assez joliment fait. Elle se met à porter un non-costume à la jean t-shirt un peu comme Superboy, qui lui manque. Un autre de ses amis proches, Bart Allen, va mourir et Cassie hurle « Vengeance !» Mais comme en fait il est pas mort, bah ça va nulle part. Oui je sais, c'est les comics, c'est compliqué. Oui je sais, c'est les comics, c'est compliqué. Mais voilà, on commence à avoir un thème récurrent qui se met en place, et quand un autre membre de l'équipe, Kid Devil, meurt lui aussi, bah les autres héros vont la pousser à ne plus être la chef. Non, c'est définitivement pas ma période préférée du personnage. Les New 52 vont définitivement l'intégrer aux Teen Titans, la recréant dans ce contexte. Désormais une voleuse qui a chopé des bracelets enchantés, comme dans le tout début de son histoire, elle a coupé tout lien avec sa mère et vit à Hollywood à 16 ans. Ah, et on apprendra aussi que Zeus, c'est plus son père, mais son grand-père maintenant. On perd du côté sympa du personnage, mais au moins on ne le dénigre plus comme à la fin de l'époque précédente. Et pourquoi pas, pour l'angle plus survie de son personnage, c'est clairement pas la réinvention que je déteste le plus des New 52. Au contraire, j'arrive à l'apprécier. Mais on revient à la version que j'aime le plus dès 2016, dans les Super Sons of Tomorrow, et le personnage n'est plus utilisé fréquemment, certes, mais apparaît toujours ici et là, que ce soit dans les titres Wonder Woman ou une nouvelle version de Young Justice. Et bref, moi j'adore ce personnage que j'ai vu grandir et évoluer, et qui mérite largement la 27e place de Stop. Numéro 26, The Question. À la question de savoir ce qui se cache à la 26e place de Stop, je vous répondrai la question. Ce qui est chelou pour une réponse. Un personnage assez varié et méconnu de l'univers aux deux lettres. Et peut-être parce qu'il a été créé en dehors de chez DC Comics. Parce que oui, DC a racheté plusieurs éditeurs au fil de son existence, et a toujours essayé de faire perdurer leurs personnages, si possible, de la manière la plus fidèle possible. C'est ce qui est arrivé au personnage de l'éditeur Charlton Comics, et à celui qui nous intéresse aujourd'hui, la question alias Victor Sage. Dans la ville de Hub City se trouve un journaliste télé aux méthodes assez grossières et agressives, Vic Sage. Il pense le monde en prisme de noir et blanc, et pense que sa vision du bien et du mal est absolue, tout comme son scénariste, Steve Ditko, adepte de l'objectiviste à la Ayn Rand. Oui voilà, les méchants dans Bioshock, premier du nom. Et c'est pourquoi, quand le professeur Rodor demande à Vic Sage d'enquêter sur le docteur Harvey Twain, il s'exécute, utilisant même un pseudoderme, une peau synthétique, pour recouvrir les traits de son visage et protéger son identité secrète. N'ayant donc aucun trait, il apparaît en tant qu'interrogation auprès de ses ennemis, et se fait donc appeler la question. Le personnage est très dur, il n'hésite pas à laisser des vilains se noyer dans les égouts s'il le faut. Mais il a aussi très peu de numéros car c'est Charlton Comics et on fait ce qu'on peut. Vous l'aurez peut-être compris, si j'adore le look du personnage, je n'aime pas trop cette version-là du perso. C'est en 1983 que DC acquiert les droits des personnages Charlton. Mais comme dit précédemment, DC cherche à respecter l'âme des personnages acquis, et réfléchit donc avant de relancer ces personnages. Ils apparaîtront rapidement dans Crisis on Infinite Earths en tant que barreau d'honneur pour les personnages Charlton, mais c'est en 1987 qu'il va avoir droit à sa série solo, sous les mains du scénariste Dennis O'Neil. Comme pour Ditko avant lui, le personnage de la question suivra donc une partie des convictions intimes de son scénariste.
Ici, le personnage va pratiquement se faire tuer, mais sera sauvé et soigné par l'assassine Lady Shiva, qui lui apprend donc les arts martiaux et la philosophie orientale avec l'aide de Richard Dragon. Ainsi, le personnage sera plus adepte de la théorie du zen que de l'objectivisme américain. C'est une version qui me plaît beaucoup plus, avec plus de questionnements que de morale répétée inlassablement. Il est toujours journaliste, ce coup-ci le soir sur KBEL TV à Up City, et utilise son rôle de question pour récupérer les réponses que son activité de journaliste ne lui permet pas de récupérer. Après cette bonne série, le personnage aura quelques apparitions ici et là avec Huntress, Green Arrow, Azrael ou encore les autres anciens héros de Charlton Comics, comme Blue Beetle par exemple. Mais finalement, ce qui fait l'attrait du personnage, c'est toujours la touche personnelle qui est apportée par le scénariste, et donc du coup il manque cette touche dans cette apparition, je trouve. Rick Veitch reprend cette tradition de la touche personnelle avec une mini-série sur le personnage en 2005, où le mysticisme et la magie semblent plus présentes, une version où Vic Sage est un chaman autodidacte qui renoue avec la violence des débuts, mais pas pour les mêmes raisons. Le personnage est traité comme marchant entre le monde réel et le monde magique, et le gaz qui attache le pseudoderme à son visage est maintenant plutôt un gaz hallucinogène. Bref, on n'est pas dans l'objectivisme. Il aide notamment Superman en arrêtant un plan de Lex Luthor qui visait à tuer Superman puis à l'empêcher de ressusciter en bloquant son ki. C'est une version sympathique mais un peu violente et assez courte. Le personnage de Vic Sage mourra dans la maxi-série 52, mais en ayant pris le temps de trouver sa remplaçante, une ancienne flic de Gotham, désormais détective privée de ressources, Renée Montoya. Emporté par un cancer de la gorge, Vic, toujours un brin chamanique mais aussi héritier de la philosophie orientale, l'emmènera jusqu'au Tibet, dans le Nanda Parbat, où Renée Montoya apprendra à devenir la question dans un rituel sur elle-même et ce qu'elle est. Renée Montoya est une très bonne question, mais manque d'un run solo qui lui permettrait de se découvrir elle-même, ce dont elle aurait bien besoin. À la place, elle traîne dans les titres Batman qui ne lui laissent pas la place de déployer ses ailes. Au niveau des New 52, les deux versions de la question coexistent, Vic Sage étant ressuscité d'abord comme un être mystique un peu à la Phantom Stranger, puis comme la version détective. Pareil, Renée oscille entre la police de Gotham, dont elle est devenue commissaire à un moment, et son rôle de justicière en tant que la question. Les deux sont cool, mais on attend un peu plus d'eux désormais, et une série solo leur siérait bien et les compléterait, finalement. En attendant, ils veillent chacun sur la 26e place de Stop. Et voilà, c'est la fin de cette troisième partie de ce top 52 des héros et héroïnes DC. J'espère qu'il vous plaît toujours, moi ça me fait toujours aussi marrer à faire. Et voilà, moi je vous dis tout simplement de vous porter bien, et puis à la prochaine fois.